Yo, salut les découpeurs de perceuses, bienvenue sur la clinique et bienvenue dans une nouvelle vidéo chiffres, finances et résultats de la WWE qui vient de publier et de battre tous les records de résultats de son histoire. Il y a eu la semaine dernière l'appel trimestriel des investisseurs pour clôturer le 4e trimestre de l'année 2020, ce qui nous donne aussi l'occasion de faire le résultat global de cette année 2020 qui pour la première fois a dépassé, tenez-vous bien, les 100 millions de dollars de bénéfices. Pour être plus précis, on est à 132 millions de dollars de bénéfices pour un chiffre d'affaires annuel de 974 millions. L'action de la WWE a cependant chuté un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, les prévisions étaient aux alentours de 140-141 millions. Donc voilà, il y a eu 10 millions de moins dans les caisses. Alors les mecs sont pas contents, l'action chute un petit peu. C'est mécanique, c'est normal. Sur le chiffre d'affaires dont je parlais avant, qui approche le milliard de dollars, eh bien nous avons 20 millions qui sont issus du premier trimestre lors duquel il y avait encore des shows live avec un public, et nous avons 86 millions de dollars qui sont issus des produits dérivés essentiellement vendus en ligne pendant la pandémie. Cela constitue une augmentation d'à peu près 50% par rapport à 2019. En 2019, nous avons eu sur le site internet 620 000 commandes avec un panier moyen de 47 $, et en 2020, tout a explosé, nous avons eu 772 000 commandes, soit 150 000 commandes de plus, avec un panier moyen qui est passé de 47 $ en 2019, donc à 57 $ en 2020. L'augmentation de ce chiffre d'affaires, il est essentiellement dû à la sortie de nouveaux articles très chers qui font augmenter évidemment le panier moyen, comme toutes les différentes répliques de ceintures. Au niveau du network et des pay-per-view, on est à 18 millions et demi de dollars en 2020 contre 18,4 en 2019. Donc on est vraiment statu quo. Pour les droits télé, là c'est très intéressant. En 2018, on était à 270 millions annuels. En 2019, on est passé à 349 millions. Et en 2020, tenez-vous bien, 538 millions de chiffre d'affaires uniquement sur les droits télé. Au 31 décembre, le network comptait 1 470 000 abonnés, dont 1 80 000 aux États-Unis, soit 72% du public, et donc 28% des abonnés ne sont pas aux États-Unis. Et à titre comparatif, en 2019, au 31 décembre aussi, nous étions à 1 391 000 abonnés sur le network, donc augmentation significative. Par contre, dans les proportions 2019-2020, US, non US, on est toujours à 70% d'abonnés aux États-Unis. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de marché US ou non US qui va tirer les chiffres vers le haut. Mais tous ces chiffres qui constituaient l'essence du business, notamment les droits télé, prennent aujourd'hui une nouvelle tournure. Avant, le business, c'était des pay-per-view plus des house shows. Ensuite, c'est devenu un business essentiellement lié aux droits télé. Mais maintenant, le business model du catch, c'est plus du tout ça. C'est même plus les droits télé. On est passé sur de la revente de contenu que l'on produit pour qu'il soit diffusé sur des plateformes de stream qui achètent les droits. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Peacock a racheté le WWE Network pour les États-Unis. Tous les détails de cette annonce, je l'ai traité déjà dans une vidéo, donc vous pouvez la retrouver, si je m'en souviens, dans la description. Et si vous aimez les chiffres et si vous aimez l'histoire et la connaissance en général, eh bien je ne peux que vous encourager à aller dans la description et cliquer sur le lien qui pourra vous donner accès aux reviews privées et exclusives de la Monday Night War que je fais en compagnie de Dimitri. Pourquoi? Parce que dans toutes ces reviews, nous abordons aussi tout ce qui est chiffres entre les audiences, les achats de pay-per-view, les nombres de spectateurs, les chiffres d'affaires générés. Ça permet aussi de voir comment évoluer les produits et à quel point ils étaient attractifs ou non, comme la WCW qui explose tout au niveau des audiences télé. Elle est numéro 1 très loin, plus d'1 million de téléspectateurs en plus par rapport à Raw. Pourtant, quand ils sont dans des salles en Floride, un bon marché vivant, ils peinent à remplir une salle de 3000 personnes et ils sont obligés de donner 1500 places gratuites. Donc ça montre bien aussi qu'il faut analyser le catch dans son ensemble et qu'on voyait déjà que malgré le produit et le succès du produit WCW, il y avait un manque de, de rentabilité réelle, que les gens payent pour voir la WCW, car la télé c'est gratuite, mais se déplacer, acheter les pay-per-view et se déplacer sur place, c'est autre chose, et on aurait déjà pu voir, sentir le vent tourner comme ça. Mais bon, je reviens au cœur de cette vidéo, mais tout ça pour dire que si vous aimez les chiffres et si vous aimez l'histoire, vous allez adorer les reviews de la Monday Night War. Mais pour aller plus dans le détail de Peacock, voilà ce qui a été mentionné pendant l'appel des investisseurs. Donc le network, il n'existera plus aux États-Unis en tant qu'entité. Tout sera transféré vers Peacock, qui coûtera soit 4,99 $, soit qui sera gratuit.
Peacock, c'est quand même 33 millions de personnes potentielles qui pourront avoir accès à la WWE, découvrir le produit et l'aimer. Donc ok, Peacock, c'est 33 millions de gens qui vont découvrir comme par magie la WWE. Honnêtement, si vous voulez mon avis, ça ne changera strictement rien. Pourquoi? Parce qu'il suffit de regarder un petit peu dans l'histoire ce qui s'est passé, l'histoire très court terme, ce qui vient de se passer récemment. Lorsque la WWE est arrivée sur Fox, Fox étant disponible dans tous les foyers américains, sans câble, sans rien, c'est l'équivalent de la TNT ou même de France 2, allez on va dire pour faire très simple, eh bien on s'est dit bon bah voilà, il y a plein de gens qui vont découvrir la WWE et qui vont devenir fans. Sauf que, eh ben c'est pas du tout le cas. Quand on regarde les audiences de Fox, quand on compare ça avec le nombre de foyers dans lesquels était disponible le USA Network sur lequel était diffusé SmackDown jusqu'alors, eh bien on voit que c'est à peu près la même proportion, c'est même moins, parce que effectivement on aurait dû avoir un bump dans les audiences parce qu'il y a plus de monde qui a accès à SmackDown sur Fox, vous voyez ce que je veux dire. Or, ce n'était pas du tout le cas. Donc si c'est pas arrivé sur Fox, qui est disponible dans 110 ou 115 millions de foyers, je vois pas en quoi les mecs qui sont sur Peacock, comme ça, soudainement, eh bien, se diraient « Ah, c'est trop cool la WWE ». Et puis très honnêtement, par rapport à toute la manne de catch que ça représente le network, je ne sais pas aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas la WWE, qui tombe sur le network, sur Peacock, je ne sais pas s'il va être attiré par autre chose que le contenu 2021. Le contenu 2021, on sait que c'est pas le truc le plus excitant, et quand bien même il y aurait une petite part de nostalgie, peut-être que de manière nostalgique, on regarderait un petit peu des vieux shows qui nous rappelleraient l'adolescence, l'enfance ou le début de l'âge adulte, mais je ne pense pas que ça transforme des gens en fans s'ils sont d'anciens fans nostalgiques disparus. Parce que s'ils étaient d'anciens fans et qu'ils devaient redevenir aujourd'hui des fans du produit contemporain, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps, je pense. Et pour ce qui est de la différence de prix, très honnêtement, que ce soit 10 $, 5 $ ou 0, si t'es fan de catch, si t'es fan de quelque chose en fait de manière générale, tu payes pour avoir accès à un produit que tu considères de qualité et qui t'intéresse. Si tu n'es pas capable de payer 9,99 ou voilà, on s'en fout, 10 € par mois pour le network, c'est pas parce qu'il va en coûter 5 que tout d'un coup il y a des centaines de milliers de gens qui vont se dire ah bah tiens, maintenant je m'abonne. Et puis aussi il y a plein de gens qui ont Peacock en mode gratuit dans leur pack de câbles. Mais bon, à la limite tout ça on s'en fout car c'est plus le problème de la WWE, c'est maintenant le problème de Peacock qui doit convertir 200 millions de dollars investis chaque année en clients rentables. Alors honnêtement, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, j'ai fait beaucoup de calculs, c'est impossible. J'ai cherché tous les espèces de modèles économiques, mais il n'y en a pas un que j'ai trouvé qui puisse ramener un tout petit peu de fric à Peacock. Surtout qu'il n'y a rien de fait concernant les pay-per-view. Alors je sais que de toute façon, on est vraiment au ras des pâquerettes par rapport aux pay-per-view AEW qui sont vendus 50 $ et qui sont vendus à peu près à 100 000 exemplaires à chaque édition. L'UFC, il me semble que c'est 60 ou 65, c'est vendu à des centaines de milliers, voire plus d'1 million. Donc là, même si on reste sur une base de 10 $, c'est pas grand chose, mais disons qu'il n'y a aucune distinction entre le produit gratuit et les pay-per-view. Donc, par essence, les pay-per-view disparaissent dans ce qu'ils sont censés représenter. Après, moi j'ai eu cette petite idée, ça fait pas avancer le schmilblick, mais ça pourrait quand même rapporter un tout petit peu d'argent à Peacock, c'est-à-dire que les pay-per-view sont des pay-per-view, ce sont des shows particuliers, et il n'y a pas de raison que vous ayez accès, enfin quand je dis vous, les abonnés US, que vous ayez accès gratuitement à ces pay-per-view au même titre que vous avez accès à tout le reste de la bibliothèque WWE. Donc, moi j'aurais proposé un truc. Si Peacock est gratuit parce que ça fait partie de votre pack et que vous voulez avoir accès au pay-per-view, il faudra payer 9,99 $. Si ça fait partie de votre pack que vous payez déjà à 4,99 $, eh bien il faudra rajouter 5 $. Comme ça on reste sur cette même base de 10, mais au moins on arrive à transformer un tout petit peu les pay-per-view en une manne financière, même si c'est pas énorme. Mais si par exemple il y a 50, 80, allez on va dire 100 000 personnes, pour reprendre les mêmes chiffres que la EW, s'il y a 100 000 personnes qui payent en moyenne 5 $ par pay-per-view, ça fait 500 000 $ par pay-per-view. Il y a combien? Il y a 12 pay-per-view, elle est peut-être 15 dans l'année si on compte des super shows, des trucs, des machins. Eh bien ça fait, on va dire 15 fois 500 000, ça fait 7 500 000 $. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça, c'est de l'argent qui n'est pas perdu. Parce que cet argent qui est perdu, je vais vous le dire, eh ben je pense que ça va pousser NBC à racheter la WWE dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, je ne sais pas. Mais voici les calculs sur lesquels on peut se baser pour comprendre que c'est pas du tout quelque chose de complètement taré. Donc NBC, il paye 200 millions de dollars par an pour Peacock, pour le network. Ils payent 150 millions pour Raw et 80 pour NXT. Ça leur fait 430 millions de dollars déboursés par an. Si ils rajoutent SmackDown, on fait simple, ça va faire du 600 millions. C'est un peu plus que 600 millions, mais voilà, c'est pour faire simple. Si on part sur une inflation annuelle de 5%, dans 5 ans, tout ça, ça coûtera
par an 750 millions de dollars à peu près. Ce qui veut dire que s'ils déboursent ça sur 5 ans, ça va nous faire presque 5 milliards. 5 milliards de dollars pour Raw, le network, NXT et SmackDown, s'ils rachètent SmackDown à partir de 2024. Sauf qu'après, quoi ? Rien, il faut continuer à payer. Donc vous me voyez venir, la WWE, sa capitalisation boursière, on est aux alentours de 5 milliards de dollars. Donc si NBC aujourd'hui rachète la WWE à 5 millions de dollars, ça ne leur coûtera pas plus cher que dépenser les droits télé de Raw, NXT, le network et SmackDown s'ils le rachètent pendant 5 ans. Donc évidemment qu'économiquement, il faut racheter la WWE, sinon ce serait de l'argent dépensé pour rien. C'est un peu la différence entre un crédit pour acheter un appartement et payer son loyer à fond perdu toute sa vie. C'est sûr que le crédit, ça fait un petit peu chier au début, mais quand on fait les calculs, à la fin, on aura dépensé peut-être un petit peu plus d'argent, mais au moins, on aura un bien immobilier. On sera pas sans rien. Et là, NBC, c'est la même chose. S'ils continuent dans cette voie-là, ils vont continuer à dépenser, ils n'auront rien derrière. Donc, si ça se fait, vous l'aurez entendu en premier sur la clinique en février 2021 dans cette vidéo, au même titre que l'année dernière. L'année dernière? Ah non, merde, il y a presque 2 ans, en revenant de WrestleMania 35, ouais, dans ma vidéo, j'étais un des premiers à annoncer, enfin, je sais pas, je dis peut-être que c'est pas le cas, mais en tout cas, j'avais annoncé que WrestleMania, à partir de maintenant, aurait lieu sur 2 nuits, ce qui s'est vérifié dès 2020 avec WrestleMania 36. Pour le moment, en 2021, on devrait avoir des chiffres sensiblement similaires à ceux de 2020. Les seules différences, c'est qu'il n'y aura pas de show en Arabie Saoudite, comme il y a eu en février 2020, et pas de public, sauf pour WrestleMania. Concernant WrestleMania, ça sera le seul show à accueillir du public d'ici au moins le mois de juillet. C'est ce qui a été annoncé pendant cet appel des investisseurs. Et lorsque le feu vert sera donné par les autorités sanitaires, que ce soit dans un mois ou dans un an, la WWE estime qu'elle n'aura besoin que d'1 mois et demi pour mettre sur place un nouveau planning de show. Nick Khan et Stephanie étaient fiers de rappeler que la WWE fut la première à faire du pay-per-view dans l'histoire du divertissement sportif. Ok, peut-être, à la limite, il faut vérifier juste les dates et les comparer avec celles de la boxe, ou peut-être celles de la NWA à l'époque, bien qu'on fasse un petit peu de la sémantique, parce que à l'époque de WrestleMania 1, ou même avant WrestleMania, il y avait ce qu'on appelait le closed circuit, c'est-à-dire que les gens allaient au cinéma et ils payaient leur place pour voir le show en live. C'était pas vraiment du pay-per-view à la maison, mais c'était un petit peu similaire. La WWE, elle était la première sur le streaming avec le network, ok, mais être le premier ne veut pas forcément dire être le meilleur, car quand on regarde l'UFC, on est carrément sur une autre planète au niveau des chiffres. Durant cet appel, Nick Khan a également annoncé que un des autres axes de développement majeurs de la WWE, c'était l'Amérique latine, avec Bad Bunny qui est portoricain, avec une feud visiblement naissante là depuis quelques jours, notamment ce qui s'est passé pendant le Rumble avec Damien Priest qui lui aussi est portoricain, et d'ailleurs avec Dimitri pendant le live et tous les passionnés qui étaient avec nous et que je salue, eh bien on se demandait est-ce que Bad Bunny comme ça c'est un mec qui existe vraiment? Et bah oui en fait, c'est le gars qui a été le plus streamé sur Spotify en 2020 avec 8,3 milliards de diffusion de ses titres. Le truc, c'est quand même fou, quoi. Pour revenir à Peacock aussi, ce qui a été annoncé et avancé pendant cet appel des investisseurs, c'est que WrestleMania, en 2021, serait très probablement le WrestleMania le plus regardé. Je doute. C'est pas parce que c'est gratuit que les gens vont regarder, c'est même l'inverse. Historiquement, on a toujours vérifié qu'un produit gratuit perd en valeur psychologique, que les pay-per-view, lorsqu'ils augmentent de prix, eh bien augmentent aussi le nombre d'achats. C'est pas parce qu'on baisse le prix d'un pay-per-view qu'on va augmenter le volume d'affaires. Ça, c'est toujours très intéressant psychologiquement. Et puis honnêtement, je ne sais pas si on va réussir à battre le record de 2007 avec Trump et Vince, qui avaient fait 1,2 million d'achats. Christina Salen, la directrice financière et administrative de la WWE, a estimé que les bénéfices seraient en 2021-2022 de 15 à 20% plus élevés, une fois que la crise du Covid sera passée, en raison de l'ajout de revenus provenant des billets et du merchandising, ainsi que de la réduction des coûts de production de la télé, car la Thunderdome coûte plus cher qu'un show normal. Ces chiffres-là, ils sont véridiques s'ils se limitent uniquement aux shows télé, aux pay-per-view et aux gros house shows. Parce que aussi, j'en avais parlé en 2019, tout ce qui est house show, petit house show, ce qu'on appelle les loops, LOOP, c'est-à-dire qu'ils font, ils font des petites tournées comme ça sur 3-4 jours. Tout ça, c'était déjà déficitaire il y a 2 ans. Donc financièrement, c'est pas ça qui va ramener plus de recettes et plus de bénéfices. Parce que là, Salen, elle parle bien de 15 à 20% de bénéfices supplémentaires et non pas de recettes. Évidemment, les recettes, elles augmentent à mesure qu'on fasse plus de shows. Mais est-ce que derrière, c'est rentable? Pas forcément du tout. Au 4e trimestre, Raw est passé d'une moyenne de 2,18 millions de téléspectateurs l'an dernier à 1,733, soit une baisse de 20,5% en un an. Sur la chaîne USA Network,
sur un an aussi, sur l'ensemble de leur programme, la baisse est seulement de 5,3% et de 3,1% si on retire le catch qui comprend également NXT, qui lui perd 17% en un an. Donc il y a une mutation de la manière dont les gens consomment la télévision, c'est vrai, ça se voit dans des baisses légère d'année en année de 2, 3 ou 5% comme c'est le cas là entre 2019 et 2020. Mais la WWE, elle cartonne au niveau des baisses. Malheureusement, c'est un mauvais carton rouge, avec NXT moins 17 et Raw moins 20% d'une année sur l'autre. SmackDown est passé de son côté de 2 467 000 en 2019 à 2 105 000 en 2020, soit une baisse de 14,7%. C'est mieux que la baisse globale de Fox, qui est de 31% en un an, mais il faut aussi prendre en compte que SmackDown est un produit live beaucoup plus attractif en théorie, et que Fox fait beaucoup de rediffusions à cause du Covid, qui génère évidemment moins d'audience que les programmes que l'on appelle des programmes frais. Ça montre évidemment que Raw est assez catastrophique, car Raw est un programme live et frais, et c'est un programme historique, ancré vraiment dans la culture américaine depuis janvier 1993. Pour expliquer ces baisses, Nick Khan, durant l'appel, a tout simplement dit que pendant le Covid, les gens regardent plus sur Internet et qu'après le Covid, ils réallumeront leur télévision. Là, on tombe un petit peu dans l'enfumage version Vince McMahon, on essaie de trouver des raisons comme ça qui n'existent pas vraiment pour contourner les questions et ne pas y répondre. Effectivement, très honnêtement, c'est une fausse excuse car les émissions live, les gens les regardent s'ils sont intéressés. Si tu regardes pas, c'est que tu t'en fous. Et le comportement de beaucoup, c'est de consommer quelques instants sur YouTube, entre guillemets, j'ai envie de dire, confirmer si on s'en fout, ou alors tout simplement se dire « Ah bah tiens, peut-être que j'ai envie de regarder à nouveau le produit WWE ». Mais c'est clairement pas pour consommer le même produit dans son intégralité sur d'autres plateformes, c'est simplement qu'on se détourne du produit live qui n'intéresse plus. Voilà les amis pour cette synthèse, ce résumé détaillé de l'appel des investisseurs, agrémenté comme toujours de quelques-unes de mes réflexions, qui sont des fois un peu prophétiques, des fois je me trompe, c'est la vie, c'est comme ça. Moi je vous donne rendez-vous sur la chaîne très bientôt pour les nouveaux épisodes, en dehors des lives du dimanche soir bien entendu, pour les nouveaux épisodes du Screwjob de Montréal. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder du catch 24h sur 24. Allez, bye bye.